Ivoire clair, avec Nathalie Barrette et Bianca Lussier d'Alpé. Alors, ici Nathalie et Bianca Lussier d'Alpier. Salut, Bianca. Bonjour, Nathalie Barrette. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Oui, écoute, le dernier balado, on a parlé ensemble de cécité totale, complète. Mais aujourd'hui, on a un autre sujet. Écoute, puis en plus de ça, c'est un sujet qu'on aborde depuis... Ça fait 8 épisodes dont on en parle, mais on survole le sujet. Toujours en filigrane, hein? Oui, effectivement. Fait que là, Bianca, aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler? Oui, bien aujourd'hui, on se lance, puis on va parler, dans le fond, de déficience visuelle, mais plus spécifiquement de basse vision. Donc, les personnes qui ont une certaine vision, alors que la semaine dernière, on avait une personne atteinte de cécité totale qui a raconté son parcours à l'époque, dans les années 50-60. Là, on va être plus dans la vie aujourd'hui avec une déficience visuelle qui peut être invisible. Donc, on a une invitée avec nous. Exactement. Patricia, bonjour. Merci d'être ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Patricia, on va parler aussi avec toi parce que Bianca, tu m'as envoyé un drapeau il y a 2 semaines. Je le montrerai tantôt. Mais on parle voyons, tu parles d'engagement, toi. Oui. Tu parles beaucoup d'engagement, puis on va revenir avec ça tantôt. Mais là, être malvoyante et militante. Oui. C'est ça. Mais toi, t'es vraiment militante, là. Engagée, en tout cas. Engagée. Puis Bianca m'a montré son drapeau, qui est le drapeau de la fierté handicapée. Yes. Je vais le montrer tantôt. Mais là, Bianca, commençons par nos examens oculaires. On peut pas dire ça. C'est pas un examen oculaire. En fait, on va... Essayons les simulations, les lunettes de simulation. Dans le fond, parce que les personnes qui ont une déficience visuelle, mais qui ont un résidu fonctionnel, c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils voient pas. Fait que c'est ça qu'on va démystifier. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'une déficience visuelle par rapport à quelqu'un qui a juste besoin de lunettes plus fortes? Pourquoi on a une déficience visuelle, dans le fond, c'est que ça ne peut pas se corriger avec des lunettes. Exact. Donc, le problème, il va être à quelque part dans l'œil que les lunettes vont rien changer, on peut pas opérer, on a vraiment une déficience visuelle malgré toutes les interventions qui sont possibles. Donc, les lunettes vont juste faire, dans le fond, chez les personnes qui voient bien, s'assurer de faire le focus sur la rétine, que le focus soit clair sur la rétine. Et ensuite, la rétine va faire son travail pour envoyer l'information, transformer ça en énergie que le cerveau va interpréter. Mais quand on a une déficience visuelle, on peut porter des lunettes aussi. Ça peut corriger des petits défauts de notre vision. Mais il y a quelque chose qui fait que notre œil n'arrive pas à traiter l'information, à envoyer ça au cerveau correctement. Ça pourrait pas se corriger avec des lunettes. Donc, ce qui peut être affecté, c'est autant l'acuité que le champ de vision. Donc, l'acuité visuelle, puis c'est là, ça, on va pouvoir le faire vivre à Nathalie et aussi aux auditeurs avec les caméras. Présentement, Nathalie, le simulateur que tu as devant toi, es-tu capable? Oui. Alors, ben là, c'est marqué... Faut que tu mettes tes lunettes. Ouais, c'est ça. On voit le problème de lunettes qui peut être corrigé ici. Alors, tu vois, ici, j'ai 20 sur 200. Mais là, ça, tu me dis, c'est en anglais, parce qu'à côté, c'est 6 sur 60. 6 sur 60. Quand je dis c'est en anglais, c'est parce que 6 sur 60, c'est en système métrique. Okay. Et 20 sur 200, c'est la même proportion en système impérial, donc en pieds ou en mètres. Ah, ça m'a fait rire quand tu m'as dit, ben non, ça, c'est la version anglaise. C'est en anglais, il faut le lire en anglais. Faut le lire en anglais ou en français. 660 ou... oui, c'est ça. Bon. Fait que là, premièrement, parle-nous-en. Quand tu mets le 660, comment vois-tu? Là, comment tu vis ça? Ben, en fait, je vois vraiment... C'est très flou. C'est très flou, mais là, il y a un point au centre. Ah, t'as le scotome central. OK. Ben, c'est parfait. C'est le scotome central. Le scotome central. On en a deux avec scotome central. Oui, en fait, on a notre ami Mathieu aujourd'hui à la mise en onde qui porte fièrement aussi ses lunettes aujourd'hui avec nous. Il fait la mise en onde avec les lunettes de simulation. Je triche un peu parce que mon environnement de travail n'est pas adapté pour cette vision-là. Mais on va commencer, Mathieu. Qu'est-ce que tu as, toi, c'est quoi que tu as comme lunettes, Mathieu, tu disais? Le scotoma central, 6 sur 120. OK. Puis comment tu le files? C'est très flou et à peu près au centre de ma vision, ma vision centrale est obstruée par un point gris pâle. Qui est le scotome. OK. Je pourrais peut-être juste expliquer un petit peu pour démêler tout ça. OK. 6 sur 60 ou 6 sur 120, ce que ça veut dire, dans le fond, ça sert à quantifier le niveau de vision. 6 sur 6, c'est une vision parfaite. Si on a une fraction de 6 sur 6, et plus que le deuxième chiffre est grand, moins bien on voit.
OK. Fait que 6 sur 60, on pourrait se dire, par exemple, si on regarde quelque chose qui est à 6 mètres, quand on a 6 sur 60, on voit comme si on était à 60 mètres par rapport à cet objet-là. Donc, quand on regarde quelque chose à 60 mètres, ben on voit moins bien les détails. Là, présentement, les auditeurs peuvent l'essayer, c'est ça, avec le... Mathieu vient de mettre la lunette devant la caméra. Du 6 sur 120, c'est ça? Oui. Bon, fait que là, 6 sur 120, celui-là, ça veut dire que ce qui se trouve à 6 mètres, selon ce qui est dans le champ de vision là, de la caméra, ben ça va être vu comme si c'était à 120. Là, c'est Patricia qui a fait un bye-bye, mais on voit avec la résolution, si on veut, d'un 120 mètres plutôt que d'un à peu près 6 Merci, Mathieu. mètres. Merci beaucoup, Mathieu, ouais. Mais Mathieu, t'as quand même... Excuse-moi, je t'interromps. Oui, non, pas de Mathieu, tantôt, il est quand même allé vous chercher des verres d'eau et il a fait tout ça. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il connaît bien l'endroit. Ouais. Ça change tout. Ça change tout. Continue, Bianca. Oui. Ben c'est ça. Dans le fond, fait que 6 sur 60, 6 sur 120, c'est une baisse de l'acuité. À partir de 620, c'est là que les personnes sont considérées fonctionnellement aveugles dans notre jargon en réadaptation. Donc, ça veut dire que la personne va commencer à utiliser beaucoup ses autres sens pour suppléer la vision. Donc, l'audition, le toucher. 6 sur 60, on va quand même utiliser l'audition, mais on va quand même utiliser beaucoup notre vision aussi, les gros caractères, les choses comme ça. Mais là, c'est des chiffres que tu donnes, mais ces chiffres-là sont donnés, parce que là, sont indiqués sur une lunette. Là. Oui. Mais vous, quand vous allez passer des Exactement. examens, c'est l'optométriste. Oui. L'optométriste va nous donner ce chiffre-là. Oui, il y a des chartes là, de vision, des échelles, qu'il faut dire en français, de basse vision, où on va spécifiquement aller chercher le chiffre. Comme par exemple, moi, mon chiffre à moi, mon meilleur œil, c'est 6 sur 75. Ça veut dire que malgré mes lunettes, malgré ma correction optique, le mieux qu'on peut aller chercher, c'est que quand je suis à 6 mètres, je vois comme le même niveau de détail qu'une personne voyante à 75 mètres, par exemple. Oh là là! OK. Fait que c'est flou. Ça fait qu'on reconnaît moins bien les personnes. Ça fait Ouais. c'est ça. Faut se rapprocher. C'est pour ça que tu dis toujours que tu peux voir. Tu vois le M de Canal M. Oui, il n'est pas très Tu vois contrastant, que- mais Non. je le devine Tu surtout. vois qu'on est là, mais Ouais. tu verrais pas si je te fais un clin d'œil. Absolument pas. On vient qu'on comprend notre environnement par des réflexes puis des Vraiment, mais oui. Ouais, compréhensions. Ouais, Ouais. on comble le flou, hein, souvent. Exact. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, Bianca, oui. j'ai la tunnel vision. Oui, Mon Dieu, ça fait tellement détective privé, la le- tunnel vision. oui, la vision tunnel. là. Vision tunnel. Field, 20 degrés. 20 degrés. Fait que là, normalement, quelqu'un qui aurait un champ de vision, mettons qu'on regarde droit devant, c'est à Oui. quel point on voit sur les côtés, en haut, en bas. Donc, normalement, pour un œil, c'est à peu près 150 degrés de côté, à peu près 120 degrés de haut. Toi, t'as un beau rond, là, qui est quoi, 20 degrés. 20 degrés. C'est vraiment moins. Comment tu le feels? Alors, je le file. Je vois finalement que c'est vraiment tout flou autour. Ouais. Et j'ai comme une... C'est comme si, en fait, on avait mis une paille devant mon œil, devant mes yeux, en fait. Ouais, parce que là, je ferme un œil pour me rendre compte que les deux, finalement... Ouais. C'est étrange comme sensation, là, mais c'est comme si j'ai une paille au centre, puis Ouais. je vois par cette paille-là. Je le vois exactement comme ça. Et puis, on va va le faire montrer. ici. Mathieu, est-ce que tu nous vois bien, là? Je ne vois pas. Tu peux baisser un peu. Comme Oui. ça. OK. On ne voit que la tête. C'est pas flou. Ça fonctionne-tu? Oui. OK. Alors, Bianca, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de cette vision-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Ça, ça peut se retrouver dans différentes pathologies, mais souvent dans la rétinite pigmentaire. Ça peut arriver aussi pour les gens qui ont certaines formes de glaucome. Puis, dans le fond, c'est les personnes qui ont l'atteinte du champ peuvent avoir une très bonne acuité. Donc, eux, ils vont bien voir de loin. Ils peuvent voir même de proche des petits caractères, mais ils n'ont pas de vision d'ensemble. Fait que c'est souvent les déplacements qui vont poser difficulté. Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce que je peux marcher sur quelque chose? Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que je vois vraiment juste un petit point au centre. Mais par contre, le petit point au centre, je te vois très bien. Si tu me fais un clin d'œil, je te vois. Tu me verrais, c'est ça. Ouais, je peux voir la couleur de tes yeux, je peux tout distinguer de toi. C'est ce qui peut être complexe quand les personnes ont ce problème de vision-là, parce que comme ça baisse tranquillement, mais ils vont pas nécessairement se rendre compte d'à quel point leur vision a eu une grande diminution, parce que eux, ils vont voir clairement quand même, mais ce qu'on voit pas, on n'a pas conscience des fois de ce qu'on voit pas. Fait qu'ils vont devoir bouger les yeux, ce que le simulateur
simulateur permet pas. Avec le simulateur, il faut bouger la tête. Ouais. Mais les personnes qui ont la rétinite ou une pathologie qui touche la vision périphérique, eux, c'est qu'ils doivent bouger les yeux là, pour compenser. Puis cette paille-là, que j'appelle, est-ce qu'elle diminue? Elle peut diminuer, là? Oui, ben en fait, si c'est la rétinite pigmentaire, ça dépend des personnes. La diminution, tout ça peut varier. Mais en général, on le décrit comme un beigne qui augmente de taille. Donc, tu sais, un beigne là, avec un trou au milieu. Ouais. Puis ça a tendance à gruger vers l'intérieur et vers l'extérieur. Mais l'évolution peut être plus ou moins lente, plus ou moins rapide selon... ça peut commencer à différents âges, fait que le parcours peut varier d'une personne à l'autre. OK. Ouais. Puis donc, ça ressemble à ça. Attends une petite seconde, je veux juste voir si on en fait une dernière. La centrale... Ah, c'est la même qu'on a essayé tantôt. Oui, dans le fond, il y a 2 scotomes centraux. Il y en a un sur 660, 620, puis on a un 620 sans scotome. Là, je ne sais pas celui-là, où est-ce qu'il est rendu, là, mais dans le fond, c'est tout simplement voir flou, mais partout. OK. Fait que voilà pour les différentes pathologies. Les différentes pathologies. Et toi, maintenant, Patricia? Allô. Toi, explique-nous, c'est quoi, quelle est ta déficience visuelle? Oui. Ma déficience visuelle, c'est d'abord, il n'y a pas de titre pour l'expliquer. Moi, c'est une maladie orpheline. Donc, oui, c'est invisible et orphelin. En plus d'avoir les cheveux bleus, j'ai une affaire bizarre. Donc, dans mon parcours, ça a eu un incident, c'est certain. Là. Ma vision, ben, c'est un peu un mélange. Là. Moi, j'ai une vision floue. Mon œil gauche est comme... dans le fond, d'ici, là, j'ai pas de vision centrale. Je vois pas ton visage. En dessous, là, plus mettons, de 3 heures à 6. De 3 à 6, je vois un peu mieux. Je vois mieux, mais tu sais, c'est très flou. Je vais voir les gens qui vont arriver, mais j'aurai pas de détails. Fait que des fois, les gens disent comme, mais tu m'as vu. Non, j'ai compris. Puis on vient qu'on reconnaît, c'est quoi voir? On vient qu'on reconnaît la forme, on reconnaît, tu sais. Des fois, les gens sont comme, tu m'as reconnu, ou la personne change de coupe de cheveux, je suis tout mêlée, tu sais. De loin, tu sais. Puis mon autre œil, lui, j'ai un scotome. Mais dans le fond, c'est ça, j'ai des scotomes dans mon œil droit. Puis mon œil gauche, j'ai un scotome central également, comme on disait tantôt, donc un point où on ne voit pas. Puis, ben c'est flou aussi, mais c'est moins flou que mon œil droit. Donc, mon œil fort, c'est mon œil gauche. Puis, mais je peux lire avec mon œil, c'est mélangeant, là, mais mon œil droit, je ne peux pas lire, OK? C'est impossible. Ça ne voit pas assez. Non, mais mon œil gauche me permet, j'ai un espace qui me permet quand même de voir, je vais lire quand même assez proche, de préférence des caractères gros, parce que mon œil se fatigue moins. Là. Je peux lire pas longtemps des affaires petites, mais c'est pas long que les lettres s'enfargent, puis ça marche plus. Mais si on s'entend, pas trop petit, là, ce qui est écrit sur les lunettes, je n'étais pas capable tantôt. Là. OK. Est-ce que tu utilises la télévisionneuse? Oui, mais aujourd'hui, avec la technologie, tout est vraiment en ligne, il y a eu des évolutions dans les technologies, là. Ouais, je suis peut-être ringarde un peu avec ma télévisionneuse. Non, pas du tout. C'est juste que c'est un outil que moi, je trouve dans mon milieu de travail où tous les jours, avec les téléphones, tout est rendu... Avec la pandémie, il y a eu une grande transition. Tout est en ligne. Ça a emmené beaucoup de choses sur l'ordinateur. Je me sers encore de ce genre d'outil, une télévisionneuse qui va venir grossir une feuille sur un écran. J'ai ZoomText, par exemple, un outil de travail sur l'ordinateur pour écouter puis qui vient grossir avec un écran qui est sur un support pour voir plus grand, parce qu'on s'entend, je grossis sur mon ordinateur, mais si j'ai un petit écran, ça se fait, mais il y a toujours le défi de voir, je vois juste toujours une section de mon écran, tu sais. Puis des fois, fait qu'un écran plus grand vient faciliter. J'ai ça. Puis il y a toutes sortes d'outils. Ça dépend aussi de l'ordinateur que tu utilises sur le téléphone, c'est VoiceOver. Après ça, c'est ZoomText sur les PC. Tu sais, il faut apprendre plein de choses. Parce que tu vois, quand on communique, Bianca et moi, on passe souvent on se texte, mais quand Bianca, tu reçois un texto, tu sais, vraiment, t'as le téléphone collé là, mais tu le vois. Sauf qu'on passe du message vocal au texto, du message vocal au texto. Alors, si je t'écris, toi, idéalement, c'est plus vocal. Idéalement, et vocal, c'est le fun. C'est juste, ça dépend t'es où, tu sais. Des fois, il faut dire, je l'écoute tantôt. C'est sûr que je me suis habituée à écrire. Puis en même temps, on a, tu sais... On peut dicter. On peut dicter. Puis il y a des réflexes à défaire, il y a des choses à réapprendre. Des fois, comme tout le monde, qui a la patience d'avoir
Tu sais, je veux dire, on a toute la pression sociale d'aller vite, puis des fois, c'est comme, bon, OK, ben je vais répondre, mais j'aurais pas dû parce que là, j'ai fatigué mes yeux. Combien de fois j'ai fait ça dans ma vie? Combien de fois il faut se rappeler à soi-même, non, prends soin de toi, tu vas fatiguer ta vision, puis tu vas finir avec un mal de tête, mais qu'il y a toutes les choses qui vont vite, mais il faut se le rappeler, tu sais. Puis avoir la chance de pouvoir le vivre dans des milieux inclusifs qui le permettent. Ouais. Puis toi, Patricia, dans ta vision, dans le fond, si je comprends bien, c'est comme tu as des scotomes un peu des deux côtés. Ouais. Tu as une baisse de l'acuité visuelle. Ouais. Est-ce que dans tes, mettons, plus au niveau des déplacements, est-ce que les obstacles, des fois, c'est difficile à percevoir parce que ça peut être derrière un scotome? Est-ce que ton champ, en général, c'est quand même bien? Mon champ de vision, il est rétréci également. OK. Il est un peu dur à expliquer parce qu'il est à cause des scotomes. Il n'est pas rond comme notre simulateur. Il n'y a aucune lunette qui explique. Là. C'est comme un mélange... Mais oui, puis tu sais, les simulateurs, c'est, comment je peux dire, c'est très le rond, il est parfait, mais dans la vraie vie, personne n'a un rond parfait comme ça, là, tu sais. OK. Ouais, c'est ça, c'est pour donner une impression, idée. c'est juste donner une idée, mais c'est ça. Pour le déplacement, mais c'est sûr que des fois, j'ai des amis qui vont me dire, ah, comment t'as fait? Puis moi-même, je suis pas capable de l'expliquer, tu sais. Je suis comme, ben, je l'ai comme évité, j'ai compris, j'ai des réflexes incroyables, je pense. On m'a déjà dit, tu sais, faut dire que j'ai grandi. C'est tellement relatif à chaque personne, là, hein, comme tu disais, comme tu sais, les lunettes, c'est un truc. Tu sais, il faut pas faire de généralité, mais oui, il va y avoir des difficultés, évidemment. Mais je me suis habituée à scanner mon environnement, à regarder, à aussi comprendre que, bon, ben ça, tu sais, je le ferai pas parce qu'effectivement, les obstacles vont me mettre en danger. Je vais marcher à Montréal, mais jamais que je ferai de vélo. Là. OK. Non. C'est comme, ça serait du ski. Puis d'ailleurs, les vélos, quand ils arrivent, ben, je les vois pas toujours, tu sais. Aïe. Non, parce qu'ils arrivent vite, là. Fait que moi, je marche sur le trottoir, puis là, il y a un vélo qui se pointe dans ma face, puis comme, Puis là, lui, il me regarde, l'air de dire, tasse-toi, mais j'ai comme, pas tout le monde, là, je vais pas faire de généralité non plus, mais des fois, les gens comprennent pas parce qu'on les voit last minute. Puis là, c'est comme, mais tu sais, c'est genre d'incidence comique. Mais on va en parler tantôt parce que quelqu'un qui te voit dans la rue peut jamais... non. Il sait pas. Mais non, c'est ça. Bon. Mais on n'a pas posé la question. C'est de naissance? Oui, c'est bien. À vrai dire, oui. À 3 ans, j'avais... c'est ça. J'avais un œil qui se foutait de l'autre, là, du strabisme. Ouais. C'est une belle définition du strabisme. C'est vraiment... Ouais. Fait que mes parents ont fait, bon, il y a peut-être quelque chose, tu sais. Fait que on a vu plein de spécialistes, là, dans mon enfance, là, vraiment beaucoup, parce que justement, ils trouvaient pas. OK. Puis dans le fond, c'est mes nerfs optiques qui sont atrophiés. Le nerf optique, c'est le nerf en arrière de l'œil qui amène l'information. Puis moi, ils sont atrophiés. Puis les deux sont atrophiés. Et le mystère est, comment ça se fait que j'ai un œil plus fort que l'autre? Oui. Ah, mystère du cerveau, puis je sais pas. Autre question que je pose tout le temps. On est à peu près un bras l'une de l'autre? Ouais. Comment tu me vois? Eh boy, je pose toujours cette question-là parce que les gens... Pour vrai, là, il y a une chose que j'ai de la difficulté à expliquer, là. C'est qu'on compare toujours... Mais je suis floue. Ouais, dans les détails, exemple. Est-ce que tu vois mes yeux, la couleur de mes yeux? Tes yeux sont... Non. OK. Non. Tes yeux sont très flous. Je te fais un clin d'œil. Je vais le perdre. Faudrait que je focus comme ça, là. Puis, à cause de mon scotome, si je focus, je perds. Si je regarde ton œil, je me focus fort, là, mon scotome, il vient d'envahir tout l'espace, puis là, je vois vraiment plus. Moi, je suis toujours un peu dans une vision globale. OK. Dans une vision... un peu comme les toiles floues là, des impressionnistes. Oui. Je comprends que c'est un arbre, mais il est flou. OK. La forme est là. Le monde est beau en flou. Toi, t'as toujours du Monet. T'as toujours un Monet. Ouais, mon monde, c'est ça. Toujours. Fait que, tu sais, puis il y a des bouts que je vois pas, évidemment. Puis je m'en rends pas toujours compte parce que je sais pas c'est quoi voir. Tu sais, des fois, c'est... T'as jamais bien vu? Non, moi, c'est pour... Tu sais... toi répondre, j'imagine, à la question dans un cours, admettons, je prends un cours où je travaille avec des collègues. Des fois, moi, j'ai l'effet inverse. Je suis comme, tu vois? Tu sais, comme... Des fois, j'ai le choc de faire, aïe, t'es au bout là-bas, puis t'as vu ça? Je suis comme... Aïe, c'est comme ça m'impressionne. Des fois, je sais pas si le contraire t'arrive, Patricia. Moi, des fois, je pense que les gens qui voient bien, ils voient tout. Puis là, je suis comme, OK, ça, tu vois pas ça? Ah, je pensais, c'est parce que nous aussi, qui a une déficience visuelle, il faut qu'on s'imagine comment les voyants voient. C'est pas toujours évident. Ben non, c'est ça. Fait que c'est quoi voir at the end? Je veux bien de la misère à te l'expliquer. Okay. Non, puis je pense qu'à force de développer d'autres sens, pas juste, tu sais,
Ben oui, pas le juste ressenti les cinq, même, ouais. tu sais, la chaleur dans un endroit, il y a plein de choses, je pense, qui se sont développées qui seraient dures à expliquer parce qu'ils font partie d'un quotidien puis d'une manière d'être. Puis qu'on n'a peut-être pas mis des mots dessus encore parce que c'est tellement personnel à chaque personne, mais c'est sûr, en tout cas, moi, je pense vraiment qu'il y a plein de sens qui embarquent. Ouais. Puis ça devient un tout, une personne unique. C'est comme chaque réalité. Mais il y a certains, je veux pas dire que c'est un avantage, mais je m'imagine rentrer dans une pièce parce que bon, on a du fun ici aujourd'hui, c'est le fun. On est avec Mathieu, qui est super gentil. Tu dois sentir l'ambiance, tu dois sentir toute la chaleur humaine. Oui. Alors que il y a certaines personnes, je trouve, qui prennent plus le temps de ressentir ça. On travaille, let's go, on passe, comme tu disais tantôt, ça va vite, on passe à autre chose. Ouais. Alors que tu dois prendre le temps d'apprécier. Ben, j'ai toujours, tu sais, en même temps, des fois, l'œuf ou la poule, là, je sais pas. Oui, mais je suis un peu comme tout le monde, hein, mais dans le sens que je pense que des fois, je passe à côté, là, on va vite, puis on. Ouais. Mais j'ai une hypersensibilité. Fait qu'est-ce que. La question que je suis incapable de répondre, c'est quoi l'impact de mes yeux? Puis de toute façon, c'est sûr que ça a un impact sur mon parcours, ça a un impact sur ma personnalité, sur mon développement. Ouais. Mais il y a aussi ma personnalité, puis la personne que je suis, qui depuis que je suis toute petite, je suis une grande sensible aux environnements, aux gens, aux contextes sociaux. On dirait que je ressens les choses, puis je suis comme, OK, mais j'ai pas toujours le mot, mais tu sais, comme... J'ai toujours eu cette sensibilité-là. Est-ce que c'est mes yeux qui l'ont apporté? On ne le saura jamais. Mais ton parcours, je sais pas. ton parcours dans la vie, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Oui, bien, je parlais de sensibilité aux autres. Je suis intervenante. Mais oui. Mais j'ai pas toujours été intervenante. Dans le fond, j'aime bien, moi, partir de un peu les traits de caractère. Je suis une personne créative, curieuse, hypersensible. Donc, j'ai été massothérapeute avant d'être intervenante, qui répond à ces critères-là aussi. J'ai un grand besoin de justice sociale, donc un moment donné, ça s'est mis à crier. Puis là, j'ai fait, je vais retourner aux études. J'ai besoin de répondre à ça. Puis là, j'y réponds par toutes sortes de moyens, toutes sortes de manières. Mais tu sais, vu que mon diagnostic, moi, il est arrivé tard dans ma vie, vu que c'est... Puis je tiens à le nommer parce que le diagnostic, c'est une grosse question que là, ce sera pas noir ou blanc, mais ça permet... pour moi, ça m'a permis l'accès, ça a facilité l'accès à l'éducation. Okay. Parce que oui, j'ai un parcours de décrochage scolaire, là. Pas parce qu'à un moment donné, tu veux bien, là, mais si tu vois pas bien, si t'as pas les outils, si t'as pas l'adaptation... Tu sais, je reprends tantôt, tu parlais des lunettes. Imaginez, tout le monde qui a des lunettes n'aurait pas de lunettes. Il y a combien de gens qui seraient en situation de handicap? Il y a combien de gens qui pourraient pas aller au travail? Il y a combien de gens qui pourraient pas prendre le transport? Il y a combien de gens qui... Et c'est énorme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalités qu'on vient pallier par un moyen pour enlever l'handicap, parce qu'il y a quelque chose qui peut y pallier. Mais quand il n'est pas là, puis aussi de prendre conscience, c'est quoi? C'est une maladie orpheline. Moi, longtemps, j'ai même pensé que j'ai un problème aux yeux, là. Mais c'est à quel âge que tu as eu le diagnostic? À 32 ans. À 32 ans. 32 ans? Ah oui, quand même, hein? Fait que tout le temps du primaire, du secondaire... Puis ma vision était mieux aussi, tu sais. Je pense qu'avec le temps, quand je regarde mes champs visuels, justement, tu sais, on a des tests de vision, puis il y en a, c'est des champs de vision. Ben, c'est relatif, les champs de vision. Il y a des journées tu sais, il y a des journées je vois mieux, d'autres je vois, en tout cas. C'est pas stable d'une journée à l'autre. C'est ça. Donc, oui, puis tu sais, juste par la condition, je pense qu'il y a des choses que je pouvais lire avant que là, j'ai plus de difficultés, puis je le vois bien qu'il y a une évolution. Mais quelle sera-t-elle? Je sais pas. Il n'y a pas de diagnostic ou qui peut m'expliquer comme une certaine ligne par une généralité. Comme c'est une maladie orpheline. Oui, c'est ça. C'est un des défis des maladies orphelines et invisibles. Ben, c'est parce que deux choses. Mais, fait que oui, c'est sûr qu'il y a eu un incident. Tu sais, ça a eu un... Oui. Ben oui, mon secondaire, je veux dire. Mais tu as fait l'école plus mon hypersensibilité de besoin de justice sociale, j'étais comme... Ben, qu'est-ce que je fais à l'école? Ben oui, j'allais dans... C'est ça. Bon, c'est un autre sujet. Je me suis développée, mais bon, autrement. Mais tu as toujours fait l'école régulière, donc? Oui. Bien, l'école régulière, tu veux dire, parcours... un parcours dans les écoles. Tu n'allais pas dans les écoles où les gens avaient des déficiences moi, j'ai pas vécu ça. T'as pas connu ça? Donc, non, j'ai pas vécu ça. Donc, l'apprentissage des outils,
c'est, mettons, tantôt je parlais de Zoom Text, ça devient, on développe beaucoup de moyens, puis on compense. Moi, j'ai beaucoup compensé. Là. On a parlé de surcompensation. J'imagine il y a beaucoup de surcompensation. Surcompensation au travail. C'est dur à prendre sa limite quand que, on est habitué de comme... C'est quoi la normalité? Puis là, il faut comme rentrer dans une normalité, mais on la connaît pas, fait qu'on compense beaucoup de risques d'épuisement. Et puis j'ai déjà fait un épuisement aussi. Tu sais, c'est par rapport à ça, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'apprentissage. Je pense que dans ma situation, l'apprentissage va toujours être éternel parce que les outils changent. On veut apprendre autre chose dans la vie, on fait un autre retour aux études, ben c'est un autre chemin, c'est un autre logiciel. Puis ça, c'est du temps. C'est un peu comme je te dis, l'exemple que je vais dans plein de sujets, c'est correct? Ah oui, OK, parfait, super. On me suivez-moi parce que... Bon, merci. Merci de l'invitation. Mais, tu sais, le temps que ça prend, c'est quelque chose maintenant que je considère plus pour pas m'épuiser, mais que j'ai encore de la difficulté parce que l'exemple que je vais me donner, c'est comme une personne qui veut... Mettons, tu veux prendre ta voiture, mais il faut que tu te rendes, faut que tu comprennes comment elle marche avant, puis il faut que tu la répares pour te rendre à destination. Mais toute cette énergie-là que tu as mis, t'es pas parti, là. Tu n'as pas fait le trajet. Tu n'as pas fait le trajet, mais c'est la même énergie, là. Mettons, commencer un nouveau cours avec une déficience visuelle, c'est comme, faut que tu répares la voiture avant de... Je comprends l'exemple. Faut que tu mettes les choses en place, mais il faut... Puis, tu sais, l'anxiété, puis là, il y a un mot que je sais pas s'il existe socialement, mais que je réalise beaucoup dernièrement, c'est l'anxiété d'accessibilité. C'est tellement une bonne expression. J'ai aucune idée, mais moi, dernièrement, je le vis, puis j'ai décidé de le nommer comme ça, l'anxiété d'accessibilité. Je le vis tellement, j'étais comme, OK. Est-ce que ça va être accessible? C'est ça quand il y a quelque chose. Combien de fois, mon stress, là, finalement, c'est, hey, OK, mais j'ai un cours, OK, j'ai telle chose, ben là, OK, tel document, mais là, ça va-tu marcher? Mais là, un coup là, avec le monde, là, il va falloir que je sois capable. Les gens sont super, là, les trois quarts. Jamais. Mais non, mais ça mène. Puis là, j'ai comme fait, aïe, je vis donc bien de là. Ah, c'est tout en lien. Et ça m'a pris un temps. Puis, puisque je suis intervenante, puis que je travaille à contrer d'autres types de discrimination, tout type de discrimination, tu sais, on veut les contrer. Il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Je me suis posé la question, c'est laquelle que je vis? Puis j'avais pas le mot. Est-ce que cette anxiété-là est dans toutes les sphères de ta vie? Parce qu'on parle beaucoup de travail. Dans l'anxiété d'accessibilité? L'anxiété d'accessibilité. Bien, je suis en train de prendre conscience de où elle est. Parce qu'on dirait que je suis en train de déconstruire le fait que, OK, j'ai le droit de la vivre, puis il faut que je me donne un break mental, là, comme... Dire, OK, je vis ça, qu'est-ce que je fais? Bon, il faut mettre les choses en place, puis il faut que je le nomme. Je l'ai souvent vécu, j'ai toujours été proactive le plus possible. Mais là, j'en prends conscience, puis c'est un cheminement. On va y revenir là-dessus. Là, j'ai pris une note anxiété d'accessibilité. J'adore l'expression. Alors, on va aller une pause, puis on revient avec Patricia et Bianca, qui est notre spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Et Nathalie. Et moi. Et moi. Vous écoutez Ivoire Clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lussier-Dalpé. Alors, on est toujours avec Nathalie et Patricia Forgue, qui est malvoyante. Aujourd'hui, dans le fond, on parle vraiment des enjeux qui sont spécifiques aux personnes malvoyantes. Et pour commencer, je voulais vous en jaser un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour les personnes malvoyantes, je pense, qui viennent du fait que c'est pas nécessairement connu dans l'esprit des gens. Autrefois, comme par exemple Jocelyne, quand elle nous parlait la semaine dernière dans le dernier épisode de tout ce qui concernait son éducation avec les sœurs grises, puis que même les personnes là-bas qui étaient malvoyantes, tout le monde apprenait le braille, tout le monde avait un peu l'étiquette non-voyant, puis c'était ça dans le fond. Si tu naissais avec ta déficience visuelle, tu pouvais aller à l'école, mais c'était vraiment comme t'es voyant ou tu ne l'es pas. Ouais.
Puis après, dans je dirais à peu près la deuxième partie du 20e siècle, là, il a commencé à avoir, par exemple, aux États-Unis, beaucoup d'hommes dans l'armée qui ont fait la guerre, qui ont perdu un peu de vision. Puis là, ils se sont retrouvés adultes à avoir une déficience visuelle. Là, eux, ils voulaient pas aller apprendre le braille, là, rendus adultes à 50 ans, parce qu'il y avait encore de la vision résiduelle, mais il y avait des problèmes visuels qui se corrigeaient pas avec les lunettes. Donc, c'est là qu'il a commencé à avoir des services mis en place pour les adultes, commencer tranquillement un peu à voir selon les niveaux de vision. Puis il y a quelqu'un dont j'aimerais parler, que j'ai évoqué la semaine dernière, qui est Samuel Genensky. Oui, t'étais pas certaine. J'étais pas certaine. J'ai vérifié, j'étais pas sûre, c'est bien ça. Samuel Genensky, il a inventé la fameuse télévisionneuse dont on a parlé souvent dans l'émission, dans les années 68, à peu près 70. Puis dans le fond, Samuel Genensky, ce qui est intéressant, lui, c'est qu'il était malvoyant. J'ai lu un petit peu sur lui. Il est allé à l'école Perkins School for the Blind, qui existe encore, qui est reconnue. Mais il a appris son braille, tout ça, mais lui, là-bas, les gens lui disaient « Pourquoi t'agis pas comme un aveugle? » Puis il a répondu « Mais je ne suis pas aveugle. » Puis, tu sais, il utilisait le gros caractère, il s'approchait, il essayait d'utiliser sa vision résiduelle. Puis finalement, il a voulu aller à l'école régulière. Il a fini par être accepté à l'école régulière. Puis pour voir au tableau, il prenait des jumelles que son père avait utilisées durant la guerre. Puis, tu sais, c'était vraiment lui qui avait cette initiative-là de vraiment utiliser la vision qu'il avait. Puis lui, sa mentalité, c'était utilisons tous nos sens. Pas juste la vision, mais utilisons nos oreilles, nos yeux, notre toucher, puis même tous les autres sens que tu abordais, Patricia. Le ressenti. Oui, le ressenti. Il y a beaucoup de choses qu'on va sentir. On ne sait pas comment. Non, c'est phénomène inexplicable. Ben, c'est ça. Phénomène vécu. Je sais pas comment le dire. C'est très difficile à décrire, mais des fois, on dirait qu'on sent les émotions des gens quand on peut pas voir les visages, tout ça. Ouais. Mais lui, Samuel Genensky, était vraiment dans la mentalité de utilisons tous nos sens. Puis, il était physicien et mathématicien. Il travaillait pour la RUND, là, qui est une espèce d'organisation américaine pour le développement des sciences. Et il a créé avec des collègues, la première télévisionneuse. Puis ça, c'est tellement un beau geste. C'est une personne malvoyante. Moi, j'en suis fière. Là. À chaque fois que j'enseigne à quelqu'un à utiliser la télévisionneuse, c'est une personne malvoyante qui l'a créé, tout comme les logiciels JAWS ou NVDA. Mais c'est bien parce que c'est du par et pour. Donc, lui, il a créé la télévisionneuse qui, aujourd'hui, est utilisée par je sais pas combien de personnes avec déficience visuelle, mais vraiment très, très répandue. Fait que c'est des personnes comme ça qui ont un peu rendu l'idée de utilisons la vision fonctionnelle que les gens ont. Utilisons tout. Fait que ça, c'est quelque chose qui est un peu récent. Puis ce que je pense que ça fait, c'est que en réadaptation, dans le milieu scolaire, les personnes malvoyantes, c'est bien connu. Mais dans la société en général, c'est pas connu. Mais non. Non, hein? Ben non. En fait, je suis la première quand on s'est rencontrés. Tu comprends pas trop c'est quoi la limite entre je suis non-voyante, je suis malvoyante, j'ai une déficience visuelle, tout ça. Ce qui fait que on sait pas, c'est comme s'il n'y a pas de catégorie, un peu comme toi avec ta maladie, ma réalité. Ta réalité. Il y a pas, tu sais, tu disais, Bianca, moi, je suis un peu comme entre deux chaises. Oui. Moi, oui, parce que dans l'esprit des gens, c'est comme il faut qu'ils te mettent dans une case. C'est ça. T'es pas aveugle. T'es pas aveugle, mais des fois, les gens, ils vont essayer de rogner sur une case. Ils vont dire, toi, tu vois pas bien, mais c'est quoi? Faut un peu plus de lumière, faut que tu t'approches, puis là, t'es comme, ouais, mais je fais des choses. OK. Mais tu prends un chien guide, puis là, c'est comme si tu shiftes. Là, OK, c'est comme aveugle. Tu sais, c'est comme ils essayent de te mettre dans une case, mais la case à laquelle tu corresponds, elle n'est pas dans leur esprit. Elle n'existe pas. Non. Mais est-ce que ça se peut bien que pendant des années, on n'a pas parlé assez de déficience visuelle? On a surtout dit le mot aveugle. Ben, c'est pas évident, hein, parce qu'on représente les personnes avec déficience visuelle une petite proportion. La prévalence de la déficience visuelle dans la population n'est pas si forte. Puis avant, comme je le disais, dans l'éducation, c'était considéré, la science était moins développée. Il y avait l'idée que si tu utilises ta vision, tu vas l'user. Fait qu'on n'encourageait pas les gens à utiliser leur vision résiduelle. Fait que c'est pas connu. Fait que le mot aveugle, c'est le concept que les gens avaient. Puis là, avec comment je peux dire, le changement des mentalités, les connaissances qui s'affinent, le fait qu'on se rend compte que ce n'est pas dommageable d'utiliser la vision résiduelle, les choses changent, mais ça s'est peut-être pas rendu dans le grand public qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vision, qui voient, mais que les lunettes ne corrigent pas ça. Fait que ça fait qu'en tant que personne avec déficience visuelle, malvoyante, on doit toujours expliquer puis trouver les mots pour que rapidement les gens puissent se dire «
j'ai une catégorie que j'ai pas dans ma tête. Puis c'est à peu près comme ça que tu vois. Puis je pense que c'est le propre de beaucoup de minorités, c'est le fait d'avoir une situation qui est pas claire. Hein? On voit pas clair, mais c'est pas clair. Non. tu l'as dit aussi, tu sais, il y a tellement de déficiences visuelles, il y a tellement différents types de déficiences visuelles. Puis je suis quand même assez surprise. Est-ce que tu as une idée de tous les gens qui ont des déficiences visuelles? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des cécité totale? On dit que les personnes qui sont fonctionnellement aveugles, c'est à peu près 93 %. Donc, ça veut dire que 7 excusez, j'ai fait le contraire. Hein? C'est le contraire. 93 % sont fonctionnels avec leur vision à un certain niveau. Puis il y a un 7 % qui va plus se rapprocher de la cécité. Même quoi que dans ce 7 %-là, il peut avoir quand même un peu de vision, mais que la personne est surtout avec l'audition et le toucher. Fait que 93 % c'est la grande majorité, mais c'est une majorité qui n'est pas apparente, donc moins connue. Les gens vont parfois avoir l'idée des grands-parents, des personnes âgées, tu sais, qui voient moins bien. Ça, c'est un peu plus connu dans la société. Quoique, tu sais, ils vont dire, tu sais, c'est pas connu qu'il y a des jeunes comme Patricia, je nous considère jeunes. Vous êtes jeunes, les filles, là. Tout ça est relatif aussi, comme la vision. Mais même Peut-être que quelqu'un de 15 ans ne dira pas que vous êtes jeune, c'est mais ça. moi, à l'âge que j'ai, vous êtes super jeune. Super. Fait que c'est ça, tu sais, les enjeux qui sont un peu propres aux personnes malvoyantes. Fait que ce que ça fait, c'est que les personnes malvoyantes, on doit beaucoup expliquer notre situation juste pour aller chercher un café dans un endroit qu'on connaît pas. Si on veut pas un café, mais qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont comme sandwich ou ben là, ils vont dire, regarde, c'est écrit, tu sais, comme il faut un peu apprendre. Ça doit. Ben oui. Imagine, t'arrives dans un resto où tout le monde te dit, regarde, c'est là. Ben c'est le réflexe, Il faut que t'expliques. Ben oui. Là, t'expliques. Ben oui, t'expliques. Tu le dis. C'est parce que j'ai une basse vision, je vois pas, tu sais. Déjà, des fois aussi, il faut se donner le droit de faire... C'est une charge mentale. Tu l'as bien nommé, les minorités en général, de toujours expliquer c'est une charge mentale. T'sais. C'est comme tantôt je parlais de l'énergie que ça prend. Ça prend de l'énergie. Là. Il y a des journées tu l'as pas, là, tu l'as plus. Là. Est-ce que tu vas aller chercher ton café pareil? Parce que tu sais que tu vas devoir expliquer. Ou tu dis peut-être je vais prendre un café standard. Mais tu sais, c'est ça. Il y a tout. Fait que oui, tu l'expliques, ça devient aussi un réflexe. Ça devient, tu sais, on le travaille. Hein, Bianca, je pense qu'on trouve des meilleurs mots. Fait qu'on parle de surcompensation, mais aussi de... Vous vous privez de certaines choses. Bien, on se prive. Je pense qu'on apprend à se donner un espace pour respecter ce qu'on vit. Puis, puis c'est correct, des fois, d'avoir pas envie d'expliquer. Oui. Ben oui. Parce que des fois, les gens peuvent dire, ça me tente pas de vivre ça aujourd'hui, puis de s'accueillir là-dedans, parce qu'on le sait que ça va être ça. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on va se priver, on va le faire autrement. Ou c'est aussi, en la ligne entre, je vais m'écouter, ou je vais y aller, ou considérer la charge mentale, considérer ce qu'on vit, considérer. Tantôt, je reviens sur le fameux mot là, anxiété d'accessibilité. Mais moi, j'en prends beaucoup conscience, puis de me dire, je vais l'accueillir, je vais pouvoir la déconstruire. Mais je la vis pareil. Mais oui. C'est pas de faire comme si elle n'était pas là, c'est qu'il y a un impact, puis il y a des choses que j'ai pas le pouvoir. Peut-être que ça va super bien aller si je vais chercher mon café aussi, là. Mais si cette journée-là, j'ai moins d'énergie, comment je peux prendre soin de moi là-dedans? C'est qu'en fait, quand tu as une déficience visuelle, tu n'as jamais le contrôle de est-ce que tu vas. J'aime tellement ton expression, là. Oui. Tu sais jamais comme tu vas arriver. Est-ce que l'éclairage, moi, ça a beaucoup d'impact. Quand il fait trop clair, je vois pas bien. Je vais à un nouvel endroit. Est-ce que l'éclairage, je vais bien voir ou je verrai pas? Tu sais, je vais voir quand même, mais vraiment moins bien. Fait que, est-ce que s'il y a beaucoup de bruit, quand c'est quelque chose de nouveau, Mathieu, il l'a bien exprimé tantôt, j'étais capable d'aller chercher les verres d'eau avec le simulateur parce que je connais la place. Oui, exactement. Fait que nous, ce qui est difficile, c'est qu'on connaît pas la place parce que tu sais jamais comme, selon comment c'est fait, est-ce que tu vas te débrouiller, tu sais. Mais moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça autant dans mon travail que quand je donne des cours à l'université. Puis je propose souvent à mes usagers, aux étudiants, une petite technique pour expliquer la déficience visuelle sans se casser la tête pour les malvoyants. Je vais vous dire ça en 2 minutes. Je l'ai surnommé la technique IDA. Oh, wow. Ouais, j'ai pas fait le volez-moi pas ça, là, tout le monde. J'ai pas fait patenter ça, là. J'ai pas le, comment on dit ça, le copyright. Tu peux l'inventer, on te le donne. IDA. Pour identification. Dans le fond, l'idée, c'est que, mettons, tu vas te chercher un café dans une grande chaîne de café. Ben, la première idée, c'est de dire, moi, je suis malvoyante, je vois pas bien. Ensuite, c'est de dire, c'est quoi ta difficulté. C'est ça, le D. Fait que je peux pas voir ce qui est écrit à votre tableau.
Et le A, c'est comment tu veux qu'on t'aide. Est-ce que vous pourriez me dire c'est quoi les cafés pas trop sucrés? Fait qu'en faisant ça, tu dis que tu as une DV, tu dis c'est quoi ton problème, puis tu dis comment tu veux être aidé. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à venir à le décortiquer comme ça, mais ça fait que quand tu es un peu plus fatigué, des fois, tu dis, j'ai une formule toute faite, là, tu sors ta formule puis tu réfléchis moins. Mais quand même, ça peut demander de l'énergie. Une journée. Ça ressemble à la communication non violente. Mais oui? Oui, je pense. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, là, mais il y a comme des étapes de vraiment là, les faits. Là, je ne suis pas une spécialiste de cette approche. Ça me fait penser à ça. Peut-être que mon approche est déjà. Non, mais elle a déjà un copyright à quelque part. Moi, j'aime beaucoup, puis je me rends compte que je le fais. Ah oui, hein? Mais je vais le faire différemment. Des fois aussi, mettons... Comment tu le ferais, toi? Mettons dans un café, là. Mettons, moi, je vais cibler directement, qu'est-ce que vous avez? Je vois pas. Mais je sais ce que je veux. Fait que je vais dire, qu'est-ce que vous avez dans telle affaire? Ça ressemble. C'est juste que toi, au lieu de Ida, c'est peut-être Audi. Direct. Mais ça dépend des jours. Ça dépend des jours, tu sais. Puis je vais revenir sur le... Je pense qu'on est toujours en recherche de solutions. Oui. On est très... Tu sais, moi, je suis très créative, mais est-ce que ça a développé ma créativité? Sûrement. Mais heureusement, je suis créative. Monsieur Côté, qui est psychologue, à notre première émission, premier épisode, a parlé Monsieur de ça. Côté. Oui, il en a parlé. Il a abordé le fait, lui, il est non-voyant, il l'est encore, puis lui, il travaille le bois. Puis il disait qu'à chaque fois qu'il commence un nouveau loisir, quand il y a un espace où il peut se sentir à l'aise, que c'est un plaisir pour lui de découvrir comment il va s'y prendre pour faire quelque chose. C'est ça fait partie du processus créatif. Ouais. Ça rentre dans le... Oui, c'est ça, c'est que ça devient... créatif, mais tu sais, je veux pas non plus le rendre rose, le jambon bonbon, là, tu sais, je veux pas... Hein? Est-ce que la majorité des gens sont réceptifs quand même quand vous arrivez dans un restaurant, puis... parce que quand tu dis j'ai une déficience visuelle, mais si tu dis j'ai une basse vision... c'est pas des termes connus. OK. Il faut prendre des mots qui vont amener, je disais, je suis malvoyante. Les gens étaient comme, t'es voyante. Non, dis-moi l'avenir. Dis-moi, genre, exactement. Puis là, j'étais là. Ça. Ouais. Oui. Puis là, je trouvais ça très drôle. Puis là, je m'étais dit, OK, c'est pas la bonne approche. C'est pas le bon mot. Faut que je trouve le mot que les gens, tu sais, se questionner sur qu'est-ce que les gens vont. Puis je sais pas, des fois, il faut expliquer plus. Puis des fois, non. Mais les gens sont très, très, très. C'est pas. Il y a une ouverture. Oui. Oui. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup aussi, ça dépend comment on l'exprime, ça dépend de la confiance qu'on va projeter. Ouais. Puis ça dépend de l'environnement. Tu sais, des fois, moi, c'est peut-être un peu tabou ce que je vais dire, mais mettons, si je vais dans une épicerie, un peu, une belle petite fruiterie de quartier, un peu bobo, puis que je dis, excusez-moi, je suis malvoyante, pouvez-vous me dire où sont les caramboles? Ça, c'est drôle. Ça serait drôle, hein? on fait un petit clin d'œil ici à Mathieu qui fait la mise en onde, qui a ce surnom depuis aujourd'hui. Mais bref, si je fais une phrase comme ça, on va me dire, ben oui, madame, venez, c'est ici. Mais si je vais dans une grosse épicerie, un peu d'une grande bannière, qui a un peu moins de service, un peu moins de comment je pourrais dire, un peu moins de service aux clients. Puis que là, tu sais, c'est dur pour moi de trouver la personne. Ça se peut qu'on me dise rangée 7. Puis que là, je dis, moi, je vois pas bien. C'est rangée 7, c'est après. Regarde, c'est le ketchup. C'est ça, c'est après le ketchup. Est-ce qu'on t'a déjà dit, regarde, c'est là-bas? Ben oui, tout le temps, c'est là. Oui. Le mot, c'est là. Moi, je suis comme... Pour ça, je dis, les gens sont pas tous réceptifs. Je pense qu'il y a pas Mais il y a une amélioration, j'imagine. Mais il y a aussi une question de contexte, de temps et d'environnement, puis de sensibilisation. Des fois, les gens, ils veulent bien faire, mais ils n'ont pas le temps. Puis là, comme tu disais, ça dépend de l'environnement où ils n'ont pas... c'est pas qu'ils sont pas ouverts, c'est juste que l'espace le permet pas, on dirait. Oui. Parce que l'inclusion, c'est pas juste la... Tu sais, il y a tout comme un travail à faire de que l'autre personne, ça se peut qu'elle ne sache pas ça veut dire quoi. Mais alors, il faut juste qu'elle l'apprenne. Mais il faut qu'elle ait un espace pour avoir le temps de réfléchir. Exactement. Il faut que la structure autour le permette. Sinon, ça met une pression sur la personne. Fait que peut-être qu'elle veut bien... Tu sais, il y a toute une réflexion... C'est très complexe. Parce que moi, je peux me permettre ma fruiterie bobo, mais c'est pas tout le monde. Pas tout le monde que... c'est dur parce que quelqu'un... T'amènes la notion de privilège, là. Ben oui, puis tout ça se combine. Parce que moi, j'ai la déficience visuelle, mais le reste va quand même bien. Fait que je peux compenser. Je peux aller à un endroit où je le vis. Mais j'ai déjà intervenu dans mon travail d'intervenante avec toutes les strates de la société. Puis je découvre que les personnes qui sont plus pauvres, les personnes itinérantes, ils ont des cumulations de difficultés parce qu'eux peuvent pas choisir la petite fruiterie bobo. Ils peuvent pas obtenir de l'aide de quelqu'un qui va avoir le temps pour eux. Ils vont être dans un environnement plus rough où c'est du chacun pour soi. Fait que oui, ça se cumule. Hein, ça se cumule.
Puis tantôt, je parlais de charge mentale, puis on parlait des minorités, les discriminations. Il y a une approche, il y a une réalité intersectionnelle. Ce que ça veut dire, l'intersectionnalité, c'est, moi, je suis une femme blanche. Avec les cheveux bleus. Avec les cheveux bleus de ma planète bleue. Mais bon. Excuse-moi. Donc, tu sais, il y a des discriminations que je ne vis pas, qu'une autre personne va vivre. Donc, une personne qui vivrait d'autres types de discrimination, plus la basse vision ou je ne sais quoi, ben il y a comme, ça se croise, ça se rajoute. Fait que sa journée, ça se peut que ça soit des fois, tu sais, il y a tout ça à considérer dans l'inclusion, d'aller vraiment comprendre. Puis il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux culturels, il y a plein de choses. Là, ça devient complexe, très, très large. C'est pour ça que se pencher sur la question, mais c'est super important. Effectivement. Mais toi, tu le dis, moi, je suis une malvoyante, mais engagée. Ouais. On l'entend dans ton discours. Ouais. Ça ressort, hein? Ça ressort pas mal. Mais encore, parce que tu dis, tout demande de l'énergie au quotidien, tout ça. Mais pour être engagé, ça demande de l'énergie en Moses. Oh, c'est un bon point, ça. Ouais. Tu veux le lien? Ouais, c'est très beau lien. Parle-moi, hein? Mais parle-nous de ton engagement. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu parles d'inclusion. Puis c'est quoi ton quotidien par rapport à cette... c'est de m'engager. Tu as besoin d'inclusion. Je pense que c'est l'éducation, la sensibilisation. Dans mon travail, prenant conscience qu'on abordait plein de discriminations, mais pas celle-là. Le capacitisme, qui est le mot en isme pour expliquer la discrimination faite aux comme personnes. Le sexisme, le racisme. Exactement. Ouais. On va dire la diversité capacitaire, ça englobe toute personne en situation de handicap. Là. Ça peut être aussi les personnes qui s'identifient vivant une certaine neurodiversité. OK. Tu sais, on va beaucoup dans l'auto-identification aussi. Là, on sort de bien... Tu sais, on va vers reconnaître ce que la personne vit. Donc, ça a été dans une recherche de compréhension puis de prise de conscience de... OK, mais on n'en parle pas. Moi, à un moment donné, c'est ça. Comme je disais tantôt, je me suis rendu compte, mais c'est quoi le mot? Puis là, j'ai découvert le mot capacitiste, puis j'étais comme... En fait, mais moi, j'ai eu une bouffée d'air. C'est en lisant un article de Laurence Parent. Je me rappelle plus, je pense que c'était l'autre handicap. J'ai fait... Wow! Genre, tu sais, ça m'a donné ça m'a donné un espace pour être. Ça m'a donné une reconnaissance. Puis j'étais comme, mais c'est ça, je vis. Parce que dans des activités à mon travail, on était, exemple, on faisait un atelier sur contrer tout ce qui est à caractère raciste, puis on apprenait plein de choses, puis j'entendais des témoignages, puis j'étais comme, mais je connecte avec certaines choses, mais évidemment qu'on n'a pas les mêmes réalités, puis ça vient pas de la même place, mais il y a une discrimination systémique. Ouais. Où on se rend compte tous, tu sais. Tous. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui se vit là. Puis c'est à travers ça que dans mon travail, j'ai fait, on a proposé une semaine de sensibilisation. On l'a fait depuis 4 heures. On va diffuser cette super émission. Puis, à travers le militantisme aussi, de sensibiliser les instances syndicales, d'essayer d'aller vers des structures où on peut sensibiliser, éduquer pour qu'on le change puis qu'on amène plus d'inclusion pour tous les gens. Ben oui, parce que c'est ça faisait comme pas de sens. Puis c'est sûr que trouver la limite entre l'engagement puis la... Tu sais, c'est comme le reste, là. Comment dire? Je pense que tout le monde qui milite pourrait dire, c'est... J'étais justement en fin de semaine dernière dans mon cadre de mon travail sur... un atelier encore sur contrer ce qui est à caractère raciste, puis c'était super intéressant. Puis il y avait une des conférencières qui a fini en disant qu'il y a un livre qui s'appelle Rest is Resistance. Tu sais, je l'ai pas lu, OK? Peut-être que mais je trouvais ça intéressant aussi parce que... J'ai entendu parler de ça. Ils peuvent organiser des siestes dans les parcs. L'idée que certaines communautés sont plus épuisées, ils n'ont pas le luxe du repos. C'est ça, hein? On parle encore de notion de privilège. Puis de prendre soin de soi à travers ça. Puis tantôt, je parlais de charge mentale. Tu sais, comment ne pas s'empêcher, mais y arriver, puis il y a la notion de temporalité. Tantôt, je parlais de la voiture qu'il faut réparer avant de partir. Le temps, le considérer, mais dans une société qui est pas faite comme ça, là. Le capitaliste, là, il va vite, là. Il veut pas. C'est ça, là. Fait comment déconstruire? Puis là, on vient qu'on a internalisé... Un stress à aller vite. Un stress et une discrimination. Moi, il y a des choses que je me suis dit à un moment donné, puis... OK, mais je le porte en dedans de moi. Moi aussi, il faut que je me donne le droit, il faut que je le déconstruise. J'ai pas à subir ça, je peux le déconstruire, accepter que ça fait ça, me donner le temps. Mais là, c'est un cheminement de vie. Ben oui. Ça se fait pas en 2 semaines. Non, je pense que je vais déconstruire. J'ai l'impression que je vais juste... pas juste, là, mais construire et déconstruire pour le restant de mes jours.
Mais c'est les prises de conscience qu'il y a là-dedans. Oui. C'est tellement large. Parce que moi, j'aime beaucoup ton exemple de l'espace. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, ce mot. Le concept, il a déjà été avec un copyright. Je pourrais pas dire de qui, par exemple, mais c'est pas de moi. On pourrait chercher ça puis revenir dans notre prochaine série. Mais le fait d'accorder du temps à une personne qui a une déficience visuelle ou j'imagine d'autres sortes de situations de handicap, c'est fou parce que c'est ce qui fait toute la différence. Quelqu'un qui a une déficience visuelle qui arrive dans un nouvel environnement, ça se peut que ça soit accessible par le hasard des choses, que ça ne le soit pas. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui va dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi? Y a-t-il quelque chose que tu aurais besoin qui pourrait rendre ça plus facile? Juste le fait que ça soit dit, ça va changer tout, là. Le fait d'avoir l'espace. Et là, tu parles des bonnes pratiques d'inclusion. Ça, c'est quelque chose à beaucoup sensibiliser les milieux, les communautés. Les milieux festifs sont souvent très, très inclusifs, là, d'ailleurs. Ils ont comme un réflexe parce qu'ils côtoient, mais de plus en plus. Oui. De plus en plus. Mais comme tu dis, poser la question, juste, y a-tu un moyen? Y a-t-il quelque chose qu'on peut... qui pourrait aider? Ça ouvre, ça permet. Là, tu te sens pas mal de dire, ben moi, j'ai telle affaire. Tandis que quand l'espace est clos, puis tu sens que t'as pas un trou pour expliquer que toi, ça marchera pas. Là. Mettons, tu t'inscris à un cours d'aquaforme. Là, le cours, ça passe comme ça, blabla, puis tout est comme rodé. T'as pas un espace qui va dire, ben est-ce que ça serait possible de nommer le mouvement ou je sais pas c'est quoi, là. Tu sais, des fois, c'est ça aussi. Tu sais pas, quand c'est quelque chose de nouveau, des fois, tu sais pas c'est quoi l'adaptation dont tu as besoin. Fait que des fois, il faut que tu dises, ben je vais faire le premier cours, mais ça se peut que j'ai des difficultés, je vais vous le dire après. Ça peut être une autre façon de faire, tu sais. Mais oui, d'avoir cet espace-là. De considérer que la personne... Ben, tu sais, l'éducation, moi, je rêve du jour où, comme, il va y avoir l'espace pour vrai, parce que c'est du temps. Il faut que nos enseignants, enseignantes, tout le monde ait le temps de le faire. Tu sais, que ce soit une vision commune qui va amener des politiques, qui va amener des changements sociaux, qui vont pas juste, qui vont concerner, qui va avoir un vrai, une collectivité qui va dans ce sens-là. Puis que c'est pas le eux et nous, mais qui est ensemble. Tu sais? Puis qu'on met les moyens sociaux. Tu sais, ça devient qu'il y ait de l'argent, il y en a, mais tu sais, il y en a, mais que ce soit une vision commune plus grande. C'est un beau rêve. Ben là, je suis un petit peu idéaliste. Ben, mais c'est un beau rêve. Non, mais tu sais, je réalise notre conversation, si on compare notre conversation avec notre dernière invitée où on parlait des années 50 où tout était plus difficile, je vois qu'il y a beaucoup de chemin qui s'est fait dans les dernières années pour l'inclusion puis tout ça. Ben, on le constate que l'inclusion est partout maintenant. Ben oui, mais là, il faut surtout pas lâcher parce que... Non, il ne faut pas lâcher. Parce que le climat politique peut être inquiétant un petit peu. Oui. Oui, il y a des sujets en particulier en ce moment qu'on pourrait aborder, si une minorité recule, ça peut faire... Tu sais, je veux dire, on est tous ensemble là-dedans. Fait que, bon, c'est un gros sujet, là. Mais oui, ça a avancé. Puis hier, j'avais une discussion avec une collègue, puis elle me disait, tu sais, en 100 ans, faut pas oublier que c'est ça. Ça fait pas si longtemps. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Puis beaucoup d'éducation. Puis l'éducation, c'est aussi un privilège, là. Donc, d'en parler, sensibiliser, comprendre ce que les gens ne comprennent pas, de rendre accessible l'accessibilité. On peut emmener des grands mots, des grands termes, mais il faut la décloisonner. Faut, comme... Puis ça prend de tout, là. Ça prend des gens qui vont créer des termes, puis ça prend des gens qui vont les... Puis ça, les expliquer, comme les toi, faire vivre, en parler, ça les prend, rendre concrètes. Il faut travailler ensemble, puis il faut aller sur le terrain, puis ça prend des gens qui vont plus dans la recherche. Ça prend tout ça. Puis ça prend aussi que les personnes qui ont une déficience visuelle ou différents handicaps, comment je peux dire, de leur côté, peut-être, fassent valoir leur point de vue. C'est sûr qu'ils doivent avoir l'espace, mais qu'ils fassent valoir leur point de vue, qui comment je peux dire, qui est comme le fait aujourd'hui que tu nous parles de certaines difficultés intérieures que tu peux vivre, ça change les choses. Puis le fait, par exemple, d'avoir une fierté à travers tout ça. Oui, merci d'ouvrir ça. Puis je pense que c'est là qu'il faut déconstruire beaucoup de choses parce qu'à travers, quand même, ça fait pas si longtemps qu'on est sorti de la désinstitutionnalisation. Oui. Et je l'ai dit d'un bravo! Bravo, ça, c'est bravo, ça. Wow, merci. Le micro qui flash. Moi, je fais l'audio-description. Ça, c'est incroyable. Bon, un petit peu dyslexique aussi. Donc, ça fait pas si longtemps qu'on est sorti, puis ça a amené une certaine culture de la honte. Donc, tu sais,
ça prend de la représentation, ça prend des podcasts comme vous faites en ce moment, ça prend, oui, comme toute minorité, on peut s'identifier, avoir une fierté, être fier de qui on est dans toutes nos réalités. Là. Je veux juste être certaine, est-ce que c'est ça, le drapeau de la fierté? Ça, c'est celui que... il y en a comme deux. Je pense que là, lui, c'était le premier, puis il y en a un autre qui... Oui, c'est ça, c'est celui-là. Le drapeau de la fierté... Handicapé. Puis handicapé dans le sens handicapé avec un grand H pour la fierté, un peu comme... Pour le voir, moi, il faut que je prenne la loupe de mon iPhone, non? On va faire ça. Vraiment, il est très, très Mathieu, flou. Je comprends l'image, mais... Non, faudrait que je me rapproche. Ou si je le mets à côté de ma caméra... Alors, je trouvais ça important de le montrer parce que je ne le savais pas. Il n'est pas connu, je pense. Puis moi, je l'ai connu il n'y a pas si longtemps. On pourrait peut-être le décrire pour les personnes, justement, qui nous écoutent ou qui ne peuvent pas le voir. Patricia? Là, je ne me rappelle pas par cœur les lignes. Et c'est un rectangle noir avec traversé par une diagonale. Ouais. Là, il y a des lignes. Puis là, tu vois, là, mes yeux, ils ont de la misère. Là, je perds le focus. Peux-tu me dire? Il y a différentes lignes de différentes couleurs. Oui, en fait, c'est des lignes. En fait, c'est comme une éclair. En fait, on voit une éclair en forme d'éclair. Donc, tu as un vert, un rouge, un blanc, un jaune, un bleu dans un grand rectangle noir. Ouais. Et j'en ai vu un autre, sensiblement comme celui-là. Qui était juste une ligne. Qui était juste une ligne. Que la ligne, il est plus récent. Oui. Si je me souviens. Et j'ai aussi vu, j'aimerais ça le montrer, je ne l'ai pas avec moi, c'est le drapeau de la fierté gay, mais avec un fauteuil roulant. Ça, je suis très contente d'entendre ça. C'est super. Ouais. Donc, toi qui se bats pour l'inclusion, tout ça, c'est des symboles quand même importants. Là. Parce qu'on le sait, le drapeau de la fierté gay, on le connaît. Oui, puis il y a maintenant toute la réalité. Il y a plusieurs communautés. Ça serait le fun, oui, dans le centre qu'on parlait des minorités, je pense. Puis c'est sûr que dans la diversité humaine, il y a plein de réalités. Puis à un moment donné, diversité, ce sera toujours une quête. On va toujours réaliser qu'on a oublié quelqu'un. Ça aussi, il faut le dire. Fait que de parler plus large, c'est important. Puis de continuer à se poser des questions aussi. Et une chance que tu es là pour faire ça, Patricia. Mon Dieu, merci. Mais faut que tu continues de le faire. Bianca, tu le fais aussi à ta façon. Oui. Bianca, tu le fais à ta façon. Votre émission, c'est une grande... C'est super. Merci énormément de l'invitation. Écoute, on va la reprendre, hein, je pense. On va reprendre cette conversation-là, c'est sûr et certain. Tu as été vraiment très généreuse. Oui. J'ai plein de choses à dire. Là, écoute, merci. C'est vraiment. C'est sûr qu'on va t'inviter. Merci pour tout ce que tu fais. Mon Dieu, je suis pas seule, hein. On n'avance pas seul. Je fais juste non, on n'avance pas seul. Oui, on a besoin d'alliés. Fait que merci à vous deux, les filles. C'est la fin des 8 premiers épisodes. On va continuer ensuite avec une autre série. Oui, merci à vous. Beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye.